Les gens pensaient que j'étais un escroc. Le problème, c'est qu'on s'associe des fois très vite avec des amis avant de savoir comment ils se comporteront en business. Finalité, le comportement de la personne n'est pas la réalité de ce qu'on connaît de cette personne. Parce que son comportement dans un cadre de vie différent n'est pas le même. Moi, je ne reprocherai jamais à quelqu'un de travailler trop parce que pour moi, faut jamais que travailler trop, ce soit un problème. Si 9 personnes sur 10 échouent, ils ont le droit de vous faire des reproches. Ils vont pas considérer que vous êtes en train de commencer à croître, que vous faites un petit peu de chiffre d'affaires, que du coup vous vous développez humainement, que vous êtes en train de grandir. Non, ça ils le voient pas. Eux, ils voient juste, il veut faire l'entrepreneuriat, il va se casser la gueule, j'ai peur pour lui. Malgré eux, ils vous tirent vers le bas parce qu'ils pensent à votre bien. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour un podcast Grandir par l'entrepreneuriat. Aujourd'hui à nouveau avec mes chers et tendres Lindsay. Un plaisir de t'avoir encore aujourd'hui. Merci beaucoup et j'ai hâte de cette nouvelle session. Yes, sachant que vous l'avez compris, le business model, le système, l'écosystème, l'idée, bref, aujourd'hui, comme chacun des podcasts, comme on a commencé avec Lindsay, on va répondre aux questions que peuvent avoir les entrepreneurs et on y répond avec 2 points de vue différents. Aujourd'hui, la question qui revient, c'est une question par rapport donc à la zone de confort et comment et quelle stratégie adopter pour sortir de sa zone de confort. Est-ce que tu veux commencer, Lindsay? Je pense que ça dépend vraiment de la personne. Il y a des personnes qui vont les amener à sortir de leur zone de confort, c'est le fait d'avoir un plan hyper carré, avec un fonctionnement étape par étape pour se projeter de manière vraiment très cartésienne parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est des personnes qui vont avoir une expansion contrôlée. Et à contrario, il y a des personnes qui vont les amener à sortir de leur zone de confort. C'est justement le nouveau, c'est vraiment le fait de se challenger et justement c'est l'inconnu qui va les motiver. Donc en vrai, ça c'est vraiment chacun qui doit avoir en fonction de lui, en fonction de ce qui lui convient. Moi, par exemple, c'est un peu un mix des deux. C'est-à-dire que moi, ce qui m'aide à sortir de ma zone de confort, c'est avant tout déjà une envie, donc une vision, une projection que je vais avoir, parce que je travaille, moi en tout cas, beaucoup avec la visualisation. J'ai besoin vraiment de voir dans ma tête. J'ai pas forcément besoin d'un plan écrit, carré, etc. Mais moi, j'ai besoin de me projeter. Et après, par contre, j'ai besoin de me donner un peu des steps. C'est-à-dire que voilà, là, je sors de ma zone de confort, mais j'ai besoin d'avoir un objectif atteignable. C'est-à-dire que même si j'ai une direction, même si je sais quel est entre guillemets, le grand projet qu'il y a au bout, j'ai besoin d'avoir des étapes entre deux. Ça me permet déjà, moi, de me repositionner si jamais j'ai besoin. Parce qu'au même titre que des fois, on a un objectif qui nous semble clair et qui au final va s'éclaircir en avançant. On va se rendre compte qu'on pensait l'objectif là et finalement il est peut-être plus par là et ça permet de réorienter son chemin. Moi c'est comme ça que j'avance et que je sors de ma zone de confort, parce que si on se dit juste là aujourd'hui je vais faire ça, le risque c'est de s'enchaîner et de partir dans une direction sans jamais le remettre en question. Et une fois qu'on arrive là-bas, ok très bien, mais il y a quoi après? Donc il faut faire très attention à la manière dont on fixe ses objectifs pour avancer et sortir de sa zone de confort. Et en réalité, on ne pourrait même pas appeler ça une zone de confort, on devrait plutôt appeler ça une zone de connu, parce que parfois cette zone, elle ne nous est même pas confortable. Mais ce qui nous amène, ce qui peut nous motiver, c'est justement d'être dans une zone où on se sent mieux. Ok, donc c'est ta vision. Je vois un petit peu ce que tu veux dire, surtout vis-à-vis des objectifs. Moi, je vais aller plus sur une notion d'habitude. C'est vrai que... Alors, je reprends un terme que tu as dit que j'aime bien, la zone du connu pour la zone de confort. Pour moi, c'est à peu près ça aussi. C'est-à-dire que c'est une zone qui est connue et où tu as une influence. Donc, ta zone de confort, c'est souvent une zone de contrôle, une zone que tu connais, une zone où tu sais que tu peux agir. Et en dehors, c'est l'inconnu, c'est c'est une zone où j'ai peut-être pas d'influence et où je peux peut-être pas impliquer des choses. Et en fait, l'idée, c'est que par les actions que tu vas mettre en place, donc via potentiellement des nouvelles habitudes, puisque une habitude vient ancrer quelque chose dans ton quotidien et donc qui transforme cette chose que tu faisais au début dans l'idée d'en faire une nouvelle habitude pour qu'elle devienne cette habitude et donc elle devienne dans la zone de confort, c'est la notion d'élargissement vraiment de cette zone de confort. Donc
Je vais aller plus concrètement. Imaginez un cercle, vous faites toujours des choses, là on a toujours des actions qu'on connaît vis-à-vis de ce cercle-là. Plus on va faire une nouvelle action, plus ce cercle, on va l'élargir. Et le fait de faire ces nouvelles actions et ces nouvelles habitudes, on va aller découvrir que c'est facile peut-être d'élargir cette zone de confort. Et quand on arrive à une certaine action qui permet un élargissement de cette zone de confort, parce que c'est devenu une habitude, on s'en dit, ok, j'ai été en capacité de. Et pour moi, la stratégie pour élargir sa zone de confort est vraiment sortir, parce qu'on parle de sortir, mais l'idée pour moi, c'est plus de l'élargir. Et bien en fait, on se rend compte que parce qu'on agit, parce qu'on met en place dans notre quotidien, on vient l'élargir. Et donc des choses qui nous paraissaient il y a 3 ans en arrière, je pense que c'est le cas de chacun d'entre vous d'ailleurs, on regarde 3 ans en arrière, il y a des choses qui n'étaient pas concevables de faire de manière habituelle, qui aujourd'hui, à l'instant T, sont devenues des habitudes. Donc, il y a vraiment cette notion-là de transformer des actions via des habitudes pour qu'elles deviennent, donc du coup, des éléments de la zone de confort. On a élargi cette zone de confort. Et non pas, on en est sorti. Non. On a, certes, pendant un temps, mis un pied en dehors, mais ce petit pas a permis d'élargir cette zone de confort. Et l'idée, moi, c'est vraiment ça vis-à-vis de cette zone de confort, c'est de se dire, je pense à une action aujourd'hui dont je ne suis pas capable. Je regarde entre cette action, est-ce que je suis capable aujourd'hui, quel petit pas je peux faire pour aller en direction de cette action. Bon, il y a peut-être, je ne sais pas, on va essayer de prendre un exemple concret. Je ne peux pas attraper mon verre. C'est quelque chose qui m'est impossible parce que je suis dans cette position-là. Et bien peut-être que je vais commencer par décrypter que pour attraper mon verre, il faut peut-être que je change de position. Si je change de position, il faut que je me penche en avant, etc. Donc ma première action va être de me ravancer. Et parce que je me suis ravancé, je me rapproche de mon verre. C'est toujours pas atteignable, mais j'y suis pas loin. Donc maintenant, l'idée, ça va être d'apprendre à un peu plus me pencher en avant pour me rapprocher encore plus de mon verre, jusqu'à ce que, finalement, je puisse attraper mon verre. Et le fait de décrypter ces petites actions-là, alors là, j'ai donné un exemple un peu con, mais je pense que ça fait la bonne image, on est en capacité de faire d'un point A qu'on connaît vers un point B qu'on ne connaît pas, on est en capacité de voir les petites étapes entre deux, et ce petit pas vient élargir la zone de confort et de nous montrer qu'on est finalement capable. Il y a quelque chose aussi qui est important. Je m'entendais la dernière fois de Netflix, qui expliquait que de base c'était quelqu'un de timide et que justement, pour dépasser ça, pour son métier, elle expliquait que des fois il faut juste aussi faire semblant. Parce qu'au début, on ne se croit pas forcément capable, parce qu'on n'en a pas encore d'expérience. Il faut juste faire semblant d'en être capable, et en fait, on se rend compte qu'on arrive à le faire. Parce que des fois, c'est ça aussi, sortir de sa zone de commune, c'est aussi se dire, je fais comme si je savais le faire déjà, et en fait, on se rend compte que c'est un pouvoir qui est absolument dingue. Et c'est ce qui fait faire aussi de grands sauts, parce que, en effet, il y a le fait quand on a une vision bien précise, on a le temps d'élargir progressivement son cercle de connaissances. Mais il y a aussi parfois des opportunités qui nous font faire un bond énorme et on peut se dire oui, mais l'opportunité elle est là, j'ai pas le temps d'acquérir toutes les connaissances et les compétences pour pouvoir peut-être le faire comme il faudrait. Et c'est pas grave, on y va et on fait comme si on savait et on se donne tous les moyens de le faire comme si on était en maîtrise. En fait, on va se rendre compte qu'on maîtrise beaucoup plus de choses qu'on ne le croit, et que généralement, l'univers est souvent mieux. Mais j'aime beaucoup ça, ce que tu dis, parce que j'en parlais tout à l'heure avec Antoine. Antoine qui est mon associé sur du coup Impactify, Scale Up, etc. Tout cet écosystème, et aussi associé du podcast Studio. On disait qu'il fallait que ce soit lui qui se retrouve en position de sales, donc de vendeur et de closer pour les potentiels clients que le système d'automatisation qu'on est en train de mettre en place allait lui amener. Donc il fallait que lui, en tant que CEO du projet et associé, il soit le closer. Non pas qu'on ait un closer en externe, mais qu'il soit le closer, chose qu'il ne fait jamais. C'est pas un vendeur, il n'est pas là pour ça. Et c'est pas du tout son profil ni son tempérament. Pourtant, il a dit très clairement, pour sortir de sa zone de confort, qu'il allait jouer. Et donc c'est exactement ce que tu disais, se percevoir tel que il allait jouer ce rôle du closer. Et donc, il va jouer le jeu
jeu J-E-U, et littéralement, il va jouer le jeu pour voir comment ça va se passer. Et cette notion de jeu, j'utiliserais même un mot savant, gamification, le fait de transformer une activité, une action en un jeu, ça vient décorréler de la réalité un petit peu ce qu'on fait. Et comme on décorrèle ça de la réalité, on a l'impression que, comme dans les jeux, on est capable de tout. Et donc finalement, moi je ne suis qu'un player, un joueur, et dans ces actions-là, je vais jouer et je vais essayer de monter en niveau et faire en sorte que par ces actions-là, je devienne bon et que ça devienne une nouvelle habitude et que ça devienne un nouveau fait, un nouvel élément dans ma zone de maîtrise, de confort, et ça, même sans jouer finalement. Donc ce passage de jeu est extrêmement pertinent et tu m'as fait penser à ça du coup. Et, vraiment, je pense que le côté jeu, ça a été là où, même moi, quand je revois historiquement toutes les actions ou tous les passages, c'est vraiment quand j'étais en mode apprentissage-jeu, en me disant tiens vas-y je vais essayer de comprendre si je fais ça comme ça, voir comment la personne réagit et tout, que j'ai vraiment pris en compétence et où c'est devenu très facilement et très rapidement une normalité et quelque chose que j'étais capable de faire sans même me dire oh il faut que je sorte de ma zone de confort. Donc ouais, je recommande beaucoup le jeu à ce niveau-là. Tu veux rajouter quelque chose sur cette question? Pas spécialement, seulement ne tente rien à rien. Voilà, sortez de votre zone de confort en faisant les actions, en jouant, en vous percevant tel que vous pourriez être si vous étiez la personne. Ah oui, et ça, j'en parlais avec Cannes aussi, autre élément que je rajoute, le fait de savoir comment la personne que vous serez dans 10 ans, par exemple, on est en 2000, allez, on va arrondir presque 2025, vous pensez à votre personne de 2030 ou 2035 ou 2040, par exemple, comment le Jérôme de 2040 il aurait réagi face à ça? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Et comment est-ce qu'il maîtriserait la situation? Moi, j'ai une question. Comment tu te vois en 2040? Eh bien, c'est là la question. Justement, tout le fond est là. Comment est-ce que tu te vois, toi, en 2040? Tu t'es jamais posé la question de ce que tu veux plus tard? Tu n'as pas une vision long terme de où tu veux en être? Eh bien, il faudrait commencer par là. Vas-y, on va aller sur le sujet. En fait, il faudrait commencer par là, oui et non. Parce que, par exemple, plus jeune, moi, j'avais un plan très clair de ce que je voulais dans ma vie. Et qui était peut-être aussi un plan, alors que je voulais pour moi, mais aussi peut-être que la société voulait aussi pour moi, parce que les gens fonctionnaient en ligne de compte. Et justement, moi, j'ai travaillé à sortir de ça pour me laisser la possibilité d'exploiter tout mon potentiel et mes envies et vraiment ce qui m'anime à l'instant où... C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie et que j'ai opéré des virages à 360, justement parce que je ne me suis pas... J'ai une direction, je sais que ce qui compte pour moi, ce vers quoi je vais me diriger, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce avec quoi je suis alignée par rapport à mes valeurs, par rapport à mon éthique personnelle. Mais j'ai peur que si je te dis en 2040, j'aurai ça, je ferai ça, etc., finalement je sois peut-être trop restrictive alors que je pourrais faire encore plus grand. Ben dans ce cas-là, pense au plus grand et ne parle pas uniquement de ce que tu auras. On ne parle pas de ce que tu auras, on parle de ce que tu veux être. On parle d'être. Et donc du coup, la question c'est, tel que tu l'as très bien décrit, tu sais tes valeurs, tu sais ce que tu attends humainement de toi-même, et ben en 2040, où est-ce que tu en seras? Okay. Pas matériellement, pas financièrement, humainement. Comment tu gérerais la situation? Comment tu gérerais les choses pensant tout ça, pensant toutes tes valeurs et sachant qu'entre-temps, logiquement, tu auras accompli énormément plus de choses et tu auras énormément plus d'expérience. Donc, comment tu gérerais cette situation-là? Et ça, le fait de te poser cette question... Alors déjà, il y a deux choses. Avant de se poser la question de comment moi, en 2040, pourrais gérer la situation, évidemment, il faut de temps en temps se visualiser et se poser la question, tiens, moi qui aurais réussi, de temps en temps, moi qui aurais atteint un certain développement humain, une certaine conscience des choses dans tel domaine en fonction de ce qui nous correspond, comment j'aurais géré cette situation? Est-ce que j'aurais réagi émotionnellement? Est-ce que j'aurais simplement balayé toutes les émotions et je serais passé en action? Est-ce que j'aurais pris le temps de ceci, de cela? Et donc naturellement, le fait d'être le plus clair possible sur notre vision, pas finale, parce qu'elle évolue en réalité. Si tous les ans je pense à l'homme que je veux être en 2040, tous les ans, l'homme que je veux être en 2040 va évoluer avec mon vécu, mes expériences. Mais j'en aurai toujours une vision plus développée de ce que je suis aujourd'hui. Et cette vision-là me permettra
ce mois plus tard, ce double, entre guillemets, qui est dans ma tête, me permettra de corriger des éléments à l'heure d'aujourd'hui, même si j'en suis pas au niveau de ce que je serai en 2040. Et donc, dans le cas, en nouveau, de sortie de zone de confort, bien, je serai en capacité de me dire, ah ben non, là, est-ce que le fait de, je sais pas, record un podcast qui me fait peur aujourd'hui, c'est un exemple, hein, c'est pas mon cas, mais qui me fait peur aujourd'hui, voilà, est-ce que je le ferai si jamais en 2040, comment je prendrai la chose? En 2040, je me poserai dans le fauteuil et je dirai, let's go. T'as une question? C'est parti. Moi, j'ai une approche qui est différente. Moi, en fait, c'est le recul que je prends sur les choses surtout. Moi, je pense qu'en 2040, la seule chose que je retiendrai aujourd'hui du stress que je peux avoir avec ici, c'est de me dire, ouais, c'est une super belle expérience et j'ai eu la chance d'avoir pu vivre ça. Au même titre que ça me fait aussi prendre du recul sur certains éléments sur lesquels je peux mettre, parce que je suis quelqu'un qui ressent très fort les choses, dans le bon et aussi dans le mauvais. Et ça m'aide à dédramatiser en me disant, est-ce que ce qui se passe maintenant aura autant d'importance, par exemple, dans 10 ans, parce que j'ai peut-être pas la même projection que toi. C'était un exemple. Et ça m'aide du coup peut-être à me calmer et peut-être à mieux digérer les choses parce que je sais que je ressens les choses extrêmement fort et après ça se calme, hein, parce que j'ai appris à prendre du recul sur les choses. Et c'est une technique, en effet, de me projeter, m'aide à prendre du recul sur des éléments comme ça. Et généralement, ce qui va ressortir sur des choses qui peuvent m'inquiéter, c'est qu'il t'arrivera, ce sera quelque chose de bien. Et c'est cette confiance-là de me dire, de toute façon, quoi qu'il advienne, ce qui va venir, tout ce que tu peux faire va t'apporter quelque chose d'une manière ou d'une autre. Et ça, je trouve que ça me motive. Mais après, c'est vrai que c'est difficile pour moi. Moi, la seule chose que je peux me souhaiter, c'est de changer, de changer dans le sens... te bonifier, comme un bon vin. Continuer à me développer. Et je vais citer, pardon pour mes références, mais je suis obligée de citer Méline. Quand il dit on perdra 30 ans de nos vies si on voit la vie à 50 ans comme on la voyait avant. Mais c'est justement ça, en fait, l'exercice ici que j'explique. En fait, tu as juste une vision différente aujourd'hui parce que tu l'as jamais pensé comme ça. Mais en fait, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est exactement ça. Comment tu verrais... Parce que si aujourd'hui, tu as 30 ans passés, tu penses la même chose que ce que tu penseras à 40 ans, quel est l'intérêt? On est d'accord, c'est ce que dit Médine. Dans ce cas-là, on est d'accord, mais la vie aussi à le niveau, c'est que là aujourd'hui, la vision que toi tu auras, que tu penses à, la vision que tu as de celui que tu serais en 2040, va évoluer. L'année prochaine, ce ne sera pas la même. Exactement. On est d'accord, aujourd'hui, tu ne peux pas me dire en 2040, je serai comme ça. Non, mais c'est justement quand même l'idée de te dire en 2040, on a le soi développé qui aura grandi, qui te donne un conseil. Mais ça prend sens quand même de dire ça. Moi, le conseil que je me donne, c'est de ça, c'est un bon conseil. Mais pourquoi tu pourrais pas te donner d'autres conseils? Tu vois, en fait, c'est ça la question. C'est savoir le projeter. Aujourd'hui, tu n'es peut-être pas dans cette intention-là. Mais moi, je le dis aux auditeurs, aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Mais oui. C'est quelque chose qui va vous permettre de gagner du temps. Parce que tu visualises, déjà, le fait de t'imaginer, je ne sais pas, une fois par mois à minima, mais une fois par semaine, ce serait idéal, te visualiser dans 5 ans, admettons, rien que là, 2030, et te dire, ok, en 2030, qu'est-ce que je veux dégager, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux apporter. Et cette personne-là, ok, comme ça, qu'est-ce qu'elle ferait là, dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'elle ferait par rapport à ce sujet, cette problématique que j'ai aujourd'hui, par rapport à ce cas où je dois sortir de ma zone de confort, par rapport à cette situation où je dois régler une problématique qui est urgente. Et en fait, la réflexion de soi tout seul tout de suite, il y a de grandes chances qu'elle soit avec l'état qu'on est. Alors que si on prend un recul tel que tu le disais, donc on n'est pas loin dans la vision des choses, en prenant un recul et en se disant comment est-ce que je réagirais dans 5 ans avec mon expérience, si j'étais dans une situation comme ça, quelle serait la réaction idéale de ce que mon moi idéal aimerait, eh bien on a la réponse. Et quand on a la réponse, en fait ça nous fait gagner un temps sur l'erreur potentielle qu'on allait faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la faire et qu'elle n'est pas bonne, elle est bonne quand même. Mais on va peut-être gagner un peu de temps et énergie, on va raccourcir le temps sur cette période-là. Parce qu'on aura visualisé des choses qu'on n'aurait jamais pris le temps sinon. C'est simplement le fait de penser et réfléchir à ce qu'on est, ce qu'on veut et là où on va
humainement j'entends, et qu'on s'en serve pour nous tirer un maximum vers le haut. Voilà, c'est l'idée. Donc là, c'était petit supplément d'informations sur la partie sortie de zone de confort. Vous l'avez compris, rendez-vous en 2040. J'ai réduit et j'ai dit 2030, c'est bien aussi 2030. Question suivante qu'on nous posait, alors je retrouve juste la question qu'on avait ici. Ok, c'était par rapport donc à ça, c'est un sujet, je sais que toi en plus tu avais travaillé dessus avec Body Mind Pro, donc c'est ultra pertinent ici qu'on l'aborde. De quelle manière peut-on gérer, donc là, non pas la sortie de zone de confort, machin truc, mais le stress et l'anxiété souvent dans l'entrepreneuriat qu'on rencontre, parce qu'on en rencontre constamment. Voilà, première chose qui me vient en tête, c'est de, surtout quand on était, bon ça s'applique à tout le monde, en réalité ça s'applique à tout le monde, mais c'est de se créer une routine. Se créer une routine où justement on se garde du temps pour soi et justement pour prendre de la distance avec tout ce qui peut nous stresser. C'est pas forcément quelque chose qui doit prendre beaucoup de temps, mais par exemple, rien que se dire, voilà, le lundi matin, je me prends 30 minutes avant de démarrer pour déjà visualiser les objectifs essentiels de la semaine. Par exemple, voilà, là, on se limite pas sur une journée parce que sinon ça fait beaucoup de stress et si c'est pour finir la journée en se disant et voilà, j'ai pas tenu ma checklist, c'est n'importe quoi. Non, déjà on priorise et on commence en se disant là, ce qui doit être fait cette semaine en urgence, c'est ça. Comme ça, au moins derrière, on a une correction sur ça et ça nous laisse la possibilité de l'organiser. Le but dans tout ce qu'on a à faire, pour moi, c'est pas de mettre des tâches trop conséquentes d'un coup. Je sais pas, vous devez rédiger un rapport de 40 pages pour... enfin voilà, vous avez la semaine, faites-le au fur et à mesure, organisez-vous. Parce que si vous faites tout d'un coup dans l'urgence la veille au soir pour le lendemain en disant oui, bah, j'avais toute la semaine et que c'est maintenant, là vous allez stresser, forcément. Mais servez-vous de deadline pour vous stimuler plutôt, parce que le stress, il y a le bon stress, hein. Il ne faut pas le négliger, et heureusement qu'on a aussi du bon stress parce que voilà, c'est excitant, ça nous met dans l'énergie, et il faut utiliser le stress dans ce sens-là. L'anxiété, par contre, c'est un problème, parce que l'anxiété, derrière, ça amène aussi des maux vraiment au niveau de la santé, ça entraîne des maladies, ça peut entraîner beaucoup de choses. Ça, par contre, il faut absolument éviter d'en arriver dans un stade d'anxiété. Il y a des techniques de respiration qui peuvent prendre ne serait-ce que 10 minutes par jour. Il y a des techniques de méditation. Et la méditation, c'est pas forcément une méditation immobile où on est assis et on se vide la tête en laissant passer tout ce qui peut venir, en laissant glisser, en laissant venir ce qui vient et ce qui part. Non, la méditation, ça peut aussi passer par des activités comme le jardinage, comme des choses en fait qui vont nous raccrocher, par exemple, vraiment à la terre, parce que c'est hyper enrichissant et ça nous permet de nous reconnecter et ça nous fait du bien. Et c'est des périodes, c'est des moments, c'est des activités où justement on se vide la tête sans même s'en rendre compte, parce qu'on se concentre sur autre chose et à ce moment-là, le stress diminue de manière significative et c'est hyper important. Il y a des tas de méthodes aujourd'hui, on a la chance en plus d'avoir accès à de nombreux outils. Le tout, c'est d'essayer, c'est de trouver ceux qui nous correspondent et vraiment de les ancrer dans notre quotidien. Il ne faut pas attendre qu'on soit en pleine crise. Là, j'ai préparé par exemple un post sur le tapping. Donc c'est une technique qui permet de travailler sur son stress et sur son anxiété en crise, mais aussi en amont. Quand on perçoit quelque chose qui nous met dans l'inconfort, qui génère un stress chez nous, qui génère une douleur, une sensation dans notre corps qui ne nous plaît pas, on peut travailler dessus. Le tout, c'est justement d'ancrer des habitudes qui nous permettent d'éviter la crise. Des fois, il y a des choses qui peuvent nous tomber dessus, hein. Des choses qu'on n'a pas vu venir et qui génèrent du stress qu'on appelle le stress aigu traumatique, parce que là, vraiment, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, qu'on n'a pas pu venir et qui est extrêmement fort. Le fait d'avoir déjà des choses en place pour limiter le stress autour et d'avoir aussi des techniques, je pense aux méthodes, par exemple, de gratitude, ça nous permet de nous raccrocher à quelque chose de positif quand vraiment on est en situation de crise extrême. Et c'est là aussi qu'on voit les bienfaits en fait, d'une routine anti-stress. Parce que ça permet de dépasser le stress du quotidien
et aussi d'affronter plus facilement les gros stress, les grosses tensions, les choses très difficiles qui peuvent nous arriver. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est pareil. Mettez en place une routine. C'est pas forcément quelque chose qui doit être très long, mais ancrez-le dans votre quotidien. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Ok, donc là, tu as donné quand même 3 éléments. Tu as le proactif. En gros, on anticipe et on met en place des choses dans notre quotidien qui font que ça réduit drastiquement les potentiels risques de stress. Le stress, il y en aura toujours, mais en tout cas, on peut le réduire. Donc là, tu parles de implémenter de la gratitude, implémenter des choses qui vont... oui, ou de la méditation, mais pas méditation... Ça peut être différentes formes de méditation en fonction de ce qui vous convient. Il y a des personnes moi, j'ai des personnes, quand je leur parle de méditation, ils vont me dire « Ah non, mais c'est bon, rester assis sur un coussin à écouter les mouches passer, c'est pas pour moi, ça me stresse encore plus. » C'est ok. Il y a des personnes à qui ça va faire du bien de se retrouver dans un espace justement qui leur appartient, où il y a justement du silence et qui vont pouvoir apprécier ces moments-là. Il y a des personnes, c'est pas la méditation qui leur convient. Et dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle une méditation dynamique. Ça peut aussi être de la danse, ça peut passer par des tas de choses. Il faut vraiment trouver ce qui nous convient. Et au même titre qu'une méthode n'empêche pas d'en apprécier une autre, et ça peut dépendre aussi des moments. Il y a des moments, moi par exemple, j'apprécie la méditation calme, mais il y a des moments où je sens que je suis pas en énergie pour pouvoir me poser correctement. Donc je vais passer soit par une technique de respiration avant pour ensuite aller sur une méditation calme, soit je vais faire une activité qui va m'occuper et qui va me permettre de méditer de manière dynamique. Donc, je reprends. Donc, en effet, ça rentre dans la proactivité. Après, tu as des situations qui vont être plus dans l'immédiat. Ok, je ressens un peu de stress. Alors, je ne parle pas justement de fort stress, je parle d'un peu de stress. Donc, je vais me déconnecter, je vais couper ce que je suis en train de faire, je vais aller faire autre chose. Et du coup, je reprends mes esprits, entre guillemets, et je reviens à un niveau de compréhension et de non-stress acceptable. Et par contre, tu parlais là du tapping, qui est dans des cas plus de crise potentiellement aussi, où tu dois gérer ton stress sur une situation de fort stress et où faut que tu t'adaptes. Voilà. Il y a une quatrième chose aussi dont j'ai parlé, c'est l'organisation. Proactivité, on revient sur l'élément de proactivité. Donc pour moi, c'est en premier. Ok, très intéressant. Moi, côté stress, je suis pas quelqu'un de très stressé. Je le suis, mais je le ressens pas, je pense. Parce que comme tout le monde, j'ai du stress, mais je le ressens pas. Et par contre, quand je le ressens, quand je devine que finalement c'est peut-être du stress que je me cache, en fait en réalité faut juste que je fasse quelque chose qui occupe mon esprit d'autre. Et en fait le business en tant que tel, j'aime ça. Donc par nature c'est tant une source de stress qu'une source d'échappatoire au stress. Quand je traite, quand je gère, pour moi ça me réduit le stress drastiquement parce que c'est ok, c'est traité, c'est fait, j'ai rien. En gros, valider ma to-do et les actions que j'ai à faire, ça me fait un bien énorme. Donc évidemment, il y a ça. Mais il y a des fois où il faut que je déconnecte drastiquement. Moi, je suis un ancien gamer, donc forcément, quand j'ai envie de déconnecter et réduire ce taux de stress, je me mets devant un jeu, je joue, je déconnecte une demi-heure, 1 heure, et c'est good. Et après, je peux revenir à ce que j'étais en train de faire. Parce que j'ai fait une action qui m'a permis de déconnecter mon cerveau, déconnecter ma réflexion, donc déconnecter cette création de stress pour faire autre chose. Et une fois que j'ai soufflé, c'est good. Pendant une période, j'allais beaucoup à la salle de sport, beaucoup moins dernièrement, mais j'allais beaucoup à la salle de sport et c'était aussi une source de réduction de stress. Le sport, il n'y a rien de mieux en fait en réalité pour anticiper des périodes de stress. En fait, quelqu'un qui fait du sport, par nature, même vie, même identité, même ressenti du stress, une personne qui fera du sport aura naturellement moins de stress qu'une personne qui n'en fait pas. Donc ça, je peux que push les gens de faire du sport. Donc ça a été une source aussi pour moi de réduction de stress énorme. Et sur ces périodes-là, en fait, tu es beaucoup plus serein, beaucoup plus léger parce que tu évacues tout dans le sport. Donc si vous ne faites pas de sport, réfléchissez à cette idée si vous êtes quelqu'un de très stressé. C'est pas forcément du sport. Ce sport au sens large. Ça peut être ne serait-ce que de la marche, une randonnée, ça marche aussi.
ça rentre dans le sport. Pour moi, c'est vraiment une activité où tu fais une action, où tu vas te vider, où tu vas solliciter tes muscles et ton corps créer toutes ces choses qui font que ça va sortir le stress et relief ce stress. Donc ça, ouais. Et après, moi, je dirais aussi de manière très globale, ça se rapproche un peu avec ce que tu disais par moment, c'est ce côté équilibre de vie. Si vous n'êtes pas organisé dans votre vie, c'est difficile, tu vois, pour quelqu'un, s'il se laisse porter par sa vie, de pouvoir réduire le stress, parce que ça veut dire que tout tombe sur lui, tout arrive, tout se passe, tout arrive au fur et à mesure, mais il n'y a aucune proactivité, aucune anticipation, rien qui a été défini sur l'équilibre de vie que la personne veut. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et à partir du moment où là, vous avez défini ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, c'est beaucoup plus simple de se dire, ok, maintenant je sais que ça j'aime moins, ça j'aime beaucoup, ça me fait du bien. Je vais axer des temps libres, des temps que je définis, de plaisir, où je vais aller faire ces choses-là. Ça va me procurer du bien. Et parce que ça me procure du bien, contrairement à si je ne l'avais pas mis en place dans mon quotidien, je vais pouvoir avoir un équilibre de stress qui va être moyennement plus bas, parce que j'aurai eu des moments où j'aurais pris du plaisir, où j'aurais fait ci, où j'aurais fait ça. L'idée de travailler dans un métier qui nous plaît, c'est important, mais ce n'est pas possible pour tout le monde. Donc forcément, il y aura du stress, il y aura de l'anxiété qui va se générer. Mais le tout, c'est de pouvoir contrebalancer ça avec quelque chose qui nous plaît. On a une vie, on a la chance de plus ou moins maîtriser notre vie, de savoir ce qu'on peut faire. On est dans un pays, alors nous on vit au Portugal maintenant, mais même quand on était en France, on a quand même un pays où on peut faire plein de choses. C'est un pays de droit, certes un pays de devoir, mais aussi un pays de droit. Et on a beaucoup de liberté, mine de rien. Donc certes, c'est difficile financièrement pour beaucoup de sujets, pour beaucoup de personnes, mais indépendamment du financier, il y a plein d'autres choses à faire, en fait, finalement. Et c'est là où, en fait, il faut chercher qu'est-ce qui nous drive, qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous plaît, où est-ce qu'on peut trouver une passion, puisque même si c'est pas la passion qui va remplir le frigo, parce que on a besoin d'aller travailler, je sais pas, commercial, pour payer les factures, eh bien, à côté, on peut peut-être réfléchir, ok, qu'est-ce que j'aime d'autre, qu'est-ce que je peux faire dans mon temps libre qui va me permettre de développer un équilibre de vie sain, où je me sentirai bien, et où même si je vais travailler et que j'aime moyennement, voire pas mon travail, je suis quand même heureux dans ma vie, parce que ça se résume pas à ça, ma vie, finalement. Donc ouais, trouver les choses qui nous plaisent et avancer dessus, quoi. Et je tiens quand même à dédramatiser le stress. Le but, c'est pas de sortir le stress de notre vie, le stress qu'on a besoin. Le stress, c'est punitif. C'est-à-dire que c'est ancré dans notre quotidien, c'est comme ça depuis toujours, et c'est pour ça que l'espèce humaine est encore en vie maintenant. Parce que sans le stress, il n'y aurait pas nos réactions justement de combat ou de fuite, et on se serait pratiquement éteint depuis longtemps. Donc l'idée, c'est pas d'anéantir le stress et de ne pas ressentir de stress à notre vie, c'est juste de le ressentir au bon moment. Et des fois, en effet, une petite piqûre de stress parce que voilà, on se dit allez, sous la pression, je suis hyper efficace, c'est cool, mais du tout comme ça, c'est pas non plus, c'est plus du stress contrôlé. Et en effet, je trouve que c'était hyper important ton idée parce que moi j'ai vu beaucoup de personnes quand on leur demande présente-toi un petit peu instinctivement, mais parce que c'est comme ça aussi qu'on nous l'a transmis. Les personnes vont se définir à travers leur métier. Et c'est important de souligner en effet qu'on n'a pas forcément tous le choix de nos professions et qu'il existe plein de choses à côté. Et notamment, par exemple, pour quelque chose qui ne vous coûtera rien, ça ne vous rapportera rien, on est d'accord, mais qui vous apporte, ça ne vous apportera rien de financier. Ça vous apportera énormément dans d'autres domaines, parce que l'enrichissement n'est pas que là, mais pensez à l'associatif. L'associatif, le bénévolat, ça vous permet de faire énormément de choses, dans des choses notamment des choses qui vous tiennent à cœur, et ça ne coûte rien, vous aidez aussi les autres, et c'est que du bon, mais c'est aussi beaucoup de choses à donner, c'est aussi beaucoup de choses à recevoir, même si ça ne passe pas par l'esprit. Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, j'avais fait ça à l'époque très business, parce que je suis un mec qui kiffe le business et qui aime ça, mais je l'avais fait avec la première association qu'on a créée avec l'équipe à l'époque. C'était Roue Influence. Roue Influence, c'était une association de base, et pour moi, c'était aider les gens à, dans un cadre business, se rencontrer, créer de la relation, créer des choses ensemble. Et les événements avaient pour vocation ça. Et cette association, donc, avait
pour vocation ça. Et c'est quelque chose où je me suis énormément épanoui à l'époque où on le faisait. J'adorais ça. Et même si c'était pas dans un but financier, parce qu'au final, une association, comme tu l'as dit, il n'y a aucun intérêt financier, en fait, ça permet vraiment de mettre en pratique des actions qui nous font, nous, du bien égoïstement, il y a un peu de ça, mais surtout font du bien à autrui parce que ça permet, là dans l'occurrence, la connexion, la créativité, la rencontre, et c'est ce que je voulais moi dans l'occurrence. Toi, je sais que tu cherches à le faire ici au Portugal avec les animaux parce que tu adores les animaux et oui, il n'y a pas besoin de parler portugais avec les animaux, c'est vrai, mais finalement tu vas le faire, ça va t'apporter un plaisir incroyable, tu ne seras pas payé pour ça, mais c'est pas ce que tu cherches. C'est une activité comme une autre finalement. Et une activité de cœur finalement, donc qui t'aligne encore plus avec ce que tu veux et qui t'apporte tellement plus. Donc, l'association, il y en a plein. Ça tout domaine. Aller faire la lecture à des enfants. Il y a des tas de choses. En fait, il y a des associations pour absolument tout aujourd'hui qui justement sont à la recherche des bénévoles. Alors vraiment, je pense que c'est une piste qu'il ne faut pas négliger et qu'il ne faut pas éviter. Ouais, totalement d'accord. Les associations, les amis, très important. On va passer sur la question suivante. Question suivante qui, là, je revoyais et qui, en fait, me fait penser... c'est un gros sujet. C'est comment construire ou maintenir des relations saines tout en développant son entreprise. Et des relations saines de couple, des relations saines de famille, des relations saines d'amis, des relations saines d'associés. C'est hyper large. Donc toi, qu'est-ce qui te parle le plus quand tu entends ça et qu'est-ce que tu as envie de répondre à cette question? Moi, je pense que par exemple, en réalité, si. Pour moi, ce qui rassemble tout, c'est la communication. Indispensable. Là où parfois c'est compliqué d'avoir une communication, en moi en tout cas, pour moi, parce que je sais que pas du tout comprendre à ça, mais avoir la communication entre associés, c'est pour moi ce qui est le plus difficile. Bah, tu l'as rencontré en plus il y a peu avec ton sujet. Et c'est surtout que moi j'ai toujours, j'ai déjà en tout cas, en réalité moi j'ai toujours travaillé en équipe, mais en équipe autonome. C'est-à-dire que moi mes collègues, j'ai toujours eu cette chance, il y avait énormément de bienveillance. C'est-à-dire que si moi j'avais besoin d'aide sur un sujet, je pouvais leur demander, voilà, je travaille sur ça, j'aimerais étayer cette piste-là pour aller par exemple vers ça, mais en transition, je cherche quelque chose, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Ah voilà, moi j'aurais fait ça comme ça, si tu veux, moi j'ai ça, peut-être que tu peux essayer. Et c'est toujours un travail comme ça où en fait ça n'a été que du partage, mais toujours avec énormément de bienveillance. J'ai jamais eu quelqu'un, par exemple, qui est venu me dire oui, alors par contre, là, l'INSEE, ce que tu fais, c'est pas comme ça qu'il faut le faire comme ça. Non, tu vois, parce que chacun respectait la pédagogie des autres, et c'était hyper intéressant. Et du coup, il y avait toujours ce partage où on pouvait se dire les choses à notre niveau sans que ça vienne heurter l'autre. Quand tu travailles vraiment avec des associés, c'est pour moi plus compliqué. J'ai déjà travaillé même avec des personnes où on était, pour moi, on était vraiment au même niveau, etc. Mais comme en fait, c'est des personnes qui avaient aussi eu ces habitudes-là, ça se faisait facilement. C'était vraiment un échange, etc. Travailler avec quelqu'un qui n'a jamais travaillé en équipe avant, c'est plus compliqué parce que je n'ose pas dire les choses, parce que je ne sais pas comment ça peut être interprété. Et ça a été un travail que j'ai dû faire sur moi-même. Et c'est Antoine d'ailleurs qui m'a dit écoute, t'as de la chance, moi c'est mon taf. Travailler la communication au travail, c'est aussi quelque chose pour lequel moi je peux aider. Parce que je pense que la communication au travail, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est vraiment différent. On peut avoir une très bonne communication avec ses amis, avec sa famille, pour garder en fait un équilibre, une bonne communication avec ses associés. Je pense que ça se travaille vraiment. Par contre, garder des relations saines, par exemple, des couples, moi je pense que c'est peut-être plus facile. Mais parce que
c'est plus facile de dire les choses. Parce qu'on se connaît vraiment, comme avec les amis, comme avec la famille. Je parle des proches, vraiment des proches. Alors après, voilà, moi j'aime le dur, je sais que. Donc je sais que c'est facile de dire les choses. Je pense à Anaïs. Moi, ce qui fait qu'on est si proche avec Anaïs, c'est que on n'a pas besoin de prendre des pincettes en disant peut-être qu'on leur fait la sensibilité de l'une ou de l'autre. Je sais que quoi qu'elle me dise, même si ça peut peut-être, ou moi, même si des fois, par exemple, on peut dire des choses qui peuvent être maladroites ou que l'autre n'a pas forcément envie d'entendre, on sait que ce qu'il y a derrière, c'est forcément bien intentionné. On sait que c'est forcément pour que l'autre en sorte plus grande et que ça la fasse avancer. Donc c'est plus facile. Entre associés, moi j'ai peur justement de rentrer dans une directive où si je donne mon avis, la personne va penser que c'est parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait, ou que je peux faire mieux, alors que c'est pas du tout l'idée, c'est qu'on est ensemble, on est dans le même bateau et on développe le truc ensemble. Et moi j'ai beaucoup plus de mal à entretenir la communication avec par exemple une associée sur un plan comme là on peut avoir dans le développement d'une entreprise, plutôt que par exemple des collègues comme j'ai pu avoir par le passé. C'est pas du tout pareil. Pour moi, c'est ce qui est le plus dur à équilibrer. Ok, donc le côté entrepreneurial. Mais en plus, tu peux donner, pour rester sur celui-ci, avec les associés et comment avoir des relations saines, en fait, tu as deux sujets. Tu entreprends avec des personnes qui sont censées être tes amis ou tu entreprends avec des personnes qui deviennent tes amis. Tu as les deux aspects quand tu entreprends et quand tu t'associes avec quelqu'un. Et la communication, tu l'as dit, elle est difficile. Elle est difficile parce que tu ne sais plus si avec la personne tu dois communiquer en tant qu'associé ou si tu dois communiquer en tant qu'ami. Et des fois, il y a une part des choses à faire qui est importante, mais il y a aussi l'inverse. Il y a savoir comprendre les deux. Donc c'est extrêmement difficile aussi, je confirme là-dessus. Moi, je prends le cas, je m'étais associé avec quelqu'un, pour le coup, par le passé. Cette personne, c'était un ami, et je me suis dit, bon, bah go, il veut m'aider à l'époque, il veut m'aider, il veut mettre de l'argent dans mon projet pour m'aider, pour commencer à lancer. J'avais besoin, bah let's go, on s'associe ensemble. Sauf que ce que je connaissais de cette personne-là en tant qu'ami, n'était pas la réalité de ce qu'était la personne dans le business. Et donc en fait, j'ai vu très vite les deux visages de la personne et je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout et que ça ne correspondait pas. Seulement, je m'en serais jamais rendu compte si je l'avais pas fait. Et en fait, le problème, c'est ça souvent, c'est qu'on s'associe des fois très vite avec des amis avant de savoir comment ils se comporteront en business, amis ou famille, parce qu'il y a aussi le sujet famille, j'en parlais dernièrement avec une autre entrepreneuse. Et en fait, finalité, le comportement de la personne n'est pas la réalité de ce qu'on connaît de cette personne. Parce que son comportement dans un cadre de vie différent n'est pas le même. Et donc, on ne peut pas savoir totalement à l'avance. Et des fois, garder une relation saine, ça inclut que chacun doit faire la part du job sur le sujet. Je prends l'exemple entrepreneuriat avec on va dire un cousin. Si le cousin ne fait pas le taf ou si on ne fait pas le taf dans l'entreprise, on perd en légitimité vis-à-vis de ça. Et donc forcément, la personne qui fait le taf sera en droit de dire X ou Y. La personne ne faisant pas le taf ne peut rien dire. Censée ne rien pouvoir dire. Et si jamais il y a une notion d'ego qui rentre en jeu, une personne qui n'est pas objective, une personne qui n'est pas sincère et qui finalement dit les choses comme si elle faisait du travail alors que ce n'est pas vrai, on en arrive à une dissonance, voire une discordance. C'est-à-dire une communication qui ne se fait plus, parce que dans la communication, il y en a un qui dit vert, il y en a un qui dit rouge, et dans celui qui dit rouge, et ben en fait le problème c'est qu'il dit rouge, alors qu'en réalité, il sait très bien que c'est vert. Donc il manque d'objectivité, d'honnêteté dans la communication. Et à partir de là, c'est mort. Donc moi je serai très honnête là-dessus, sur garder des relations saines dans un cadre comme ça. Vous en voulez pas. En fait, on ne veut pas d'une relation humaine, amicale, professionnelle, de couple avec quelqu'un qui n'est pas honnête et qui ne dit pas les choses et qui ne sait pas reconnaître ses torts. Je pense que là, on est d'accord là-dessus. On ne veut pas de ça, tu vois. Vraiment pas. Donc, si un jour, vous posez la question comment entretenir des relations saines, si la personne en face de vous manque d'objectivité et décemment finit par mentir, parce que j'appelle ça du mensonge,
perdez pas d'énergie, passez à autre chose. Ok, si ça vous coûte de l'argent de dire stop au projet, trouvez un moyen de trouver cet argent et vous vous referez plus tard. Si ça vous coûte de l'énergie de dire stop parce qu'il y avait une situation qui faisait que vous prendrez cette énergie, tant pis, vous allez la perdre et vous en aurez plus tard, d'autant plus parce que vous serez séparé du poids en question. Donc il y a vraiment ce sujet-là. Et par contre, maintenant, dans un cas où comment garder des relations saines avec des gens qui sont réfléchis, qui sont objectifs et qui savent communiquer, eh bien l'idée c'est, de mon avis, toujours en parler quand ça va pas. Tu l'as dit tout à l'heure au niveau amical, mais je vais le reprendre même au niveau associé. Demain, moi j'ai un associé où ça va pas, il y a un truc qui va pas, on se pose, on en parle et on va dire ok, là aujourd'hui, je te reproche ça. Je pense que ça peut être dû à ça, ou peut-être quelque chose que je sais pas. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Et là, on en parle. Ok, en fait, la réalité, c'est que là, j'ai en ce moment ça dans ma vie. Ah, ok. Et donc, du coup, est-ce que ça t'empêche de faire le travail? Non. Mais est-ce que ça t'empêche de t'impliquer autant que tu veux? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut adapter? Comment on peut scinder le travail? Comment on peut... Voilà. Et niveau pro, cette manière de communiquer, le fait de se dire les choses, et d'accepter ce que dit l'autre, d'être toujours à l'écoute et de comprendre pourquoi est-ce que l'autre nous dit ça aussi, parce que peut-être qu'on peut se faire heurter à entendre une communication ou quelque chose, mais peut-être qu'on peut aussi le prendre différemment et se dire ok, il y a peut-être quelque chose dans ce qu'il me dit qui fait que peut-être que c'est une problématique que la personne a avec moi pour une problématique qu'elle a elle et où je peux l'aider aussi. Donc il y a toujours un double sens dans cette communication. Et au moins, si on est avec des personnes qui sont censées réfléchir, on peut creuser, on peut chercher des solutions. Donc ça, c'est au niveau pro. Au niveau couple, toi, tu dis aujourd'hui, en effet, tu as moins de mal, mais je pense qu'on l'a travaillé aussi. Au début, on avait peut-être aussi beaucoup plus de mal à communiquer, même si on est beaucoup tous les deux dans l'indépendance et l'acceptance. Donc, on n'a pas trop sujet non plus à se dire, à se mettre en conflit pour se mettre en conflit. Donc, forcément, la communication sera plus facile. Mais pour beaucoup de gens, c'est pas le cas. Donc nous, ça va moins nous concerner, mais pour d'autres, je pense qu'on peut donner beaucoup de conseils là-dessus. Si on part, encore une fois, dans un scénario où la personne, elle veut votre bien, et elle dit des choses qui peuvent être blessantes vis-à-vis d'autres activités entrepreneuriales, mais elle veut votre bien, eh bien, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'elle pense ça. Je prends l'exemple. Admettons, toi, tu m'aurais dit non, mais franchement, je trouve que tu travailles trop. Non, mais franchement, je trouve que tu travailles trop. Eh bien, écoute, ok, pourquoi est-ce que tu considères que je travaille trop? Et donc là, évidemment, la discussion va avancer. Moi, je vais me poser la question, ok, tu considères que je travaille trop, qu'est-ce qui te fait penser ça? Et si ça se trouve, la personne qui est en face, donc là, aujourd'hui, pas toi, mais la personne dans l'image, le personnage qu'on crée vis-à-vis d'une situation qui est très récurrente, ça va être, en fait, j'ai peur que tu m'abandonnes parce que ton projet, tu y passes beaucoup de temps et moi, tu vois, tu me mets moins d'attention, nanana. Donc là, ça revient sur un point de communication. Si jamais, ça, je pense que c'est hyper important quand on doit communiquer. Là, je parle d'une couple ou pour une... Restons sur relation de couple pour simplifier l'échange. Je pense que c'est important quand on s'exprime et quand on amène quelque chose à l'autre, de le recentrer sur toi. Je pense que venir en disant tu travailles trop, c'est pas la bonne manière de le dire. Je pense que, alors, deux choses. Soit c'est parce qu'on s'inquiète pour l'autre et on va lui dire je suis inquiète, j'ai pas envie que tu sois en surmenage ou que tu te laisses envoyer dans la spirale. Je veux être sûre que tu prends encore du plaisir et que là c'est parce que tu es drivé et que tu aimes ce que tu fais, mais que c'est pas que tu le fais pas parce que tu te sens contraint ou parce que donc il y a cette approche là où on va pouvoir dire à la personne est-ce que ça va, ce que tu fais, et après le dire. Mais ça c'est un gros step déjà, parce que les personnes qui sont en capacité de faire ça, c'est des personnes qui comprennent qu'en fait qui comprennent ce qu'ils font et leur communication. Et les personnes qui le prennent dans le sens où tu travailles trop, c'est finalement je me sens délaissée, et bien faut le dire comme ça. Est-ce qu'on pourrait passer du temps ensemble, parce que là tout de suite j'ai l'impression qu'on s'éloigne et moi j'ai besoin de renforcer, de ressentir ce lien qu'on a entre nous. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose et ça me ferait plaisir, j'en ai envie, j'en ai besoin. Là, tes réflexions, elles sont très bonnes, mais elles sont très bonnes dans le cas où la personne, elle sait communiquer et elle comprend elle se comprend. Mais là, on parle... Ça se travaille au fur et à mesure. Je continue. Si jamais personne le lance,
Je continue. Et c'est pour ça, moi, aujourd'hui, je m'adresse aux entrepreneurs dans ma situation. Je m'adresse à l'entrepreneur qui a un interlocuteur, sa compagne ou son compagnon, qui n'est pas nécessairement entrepreneur, qui lui dit ça, qui lui fait une reproche. Et cette reproche, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en effet, finalement, la reproche, c'est peut-être parce qu'elle, elle s'inquiète d'autre chose. Et elle vous fait une reproche comme si c'était vous le problème, mais en réalité, elle s'inquiète de quelque chose et elle a un problème avec quelque chose. Et donc, il faut creuser. Donc, vous, en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas vous dire que la personne, et encore une fois, si c'est quelqu'un qui est bienveillant de base, qui est une bonne personne, il n'y a pas de raison qu'elle vous dise « oui, mais je pense que tu travailles trop et c'est pas bien » si il n'y a pas quelque chose qui la gêne. Donc, vous devez, de chercher, si vous voulez garder une relation saine, pourquoi est-ce que, ok, tu trouves que je travaille trop. Pourquoi est-ce que ça te fait ce ressenti-là? Et en effet, finalement, on aide la personne à avoir la communication telle que tu l'as donnée toi. À avoir une communication où la personne va dire « bah non, mais en fait, oui, c'est parce que tu sais, moi je suis toute seule, etc. des fois, et bah, j'ai peur que tu me délaisses. » Voilà. Mais ça, des fois, la personne n'en est pas consciente. Elle n'a même pas réfléchi et pensé que ah oui, en fait, c'est parce que j'ai l'impression d'être laissée seule. Et donc, ça fait ressortir une blessure, ça fait ressortir ci, ça fait ressortir ça. Mais c'est OK. On ne peut pas demander à tout le monde d'être conscient de chaque situation, à chaque instant, de ce qu'il ressent. C'est extrêmement dur et ça met du temps, ça met des années à se comprendre. Il faut aussi savoir se remettre en question. Par exemple, si la personne elle a posé sa journée pour passer du temps avec vous, que vous êtes au courant de ça, que les décisions que vous avez prises ensemble et qu'en effet vous ne décrochez pas de votre ordinateur, soit c'est parce qu'il y a une urgence et parce que là il faut communiquer, soit c'est parce que vous aussi, oui, en effet, il y a eu un manquement. Peut-être que la personne l'a mal amené parce qu'elle a dit ça en mode tu travailles trop. Et puis voilà, parce que la personne... Ressenti émotionnel, ouais, c'est ça, c'est les émotions qui parlent. Mais il faut aussi prendre du recul et aussi se dire oui, ok, oui, là, merde. Oui, c'est vrai, je me suis laissée emporter. Mais peut-être pas aussi, c'est là où je mets l'accent, c'est que dans les faits, peut-être que c'est un fait qui travaille trop, mais c'est peut-être pas le vrai problème. C'est ça où je veux dire, c'est que finalement, travailler trop, c'est peut-être pas une... Enfin, moi, je reprocherai jamais à quelqu'un de travailler trop, parce que pour moi, faut jamais que travailler trop, ce soit un problème. Parce que c'est pour le... Enfin, c'est bien. Si c'était convenu à l'avance que cette journée-là était une journée allouée pour le couple... Ah, mais peut-être pas du tout non plus. Oui, non, mais là, dans mon cas, ah oui. Si la personne a pris un jour de congé, c'était préparé à l'avance et que la personne ne s'en rend pas compte. Donc, il y a aussi le fait, je pense que pour qu'une relation fonctionne, c'est aussi conserver des moments de couple. C'est important aussi. Bien sûr. Et si ça a été défini. Mais après, voilà, il y a aussi une notion de la communication de l'entrepreneur. Si vous délaissez tout le temps ce qui a été défini, ce qui a été mis en place pour un équilibre de vie aussi, bah forcément, il ne faut pas s'étonner à ce qu'après, ça devienne une reproche, évidemment. Et donc là, la faute, elle vient à celui qui n'a pas respecté le deal et l'accord commun. Dans le cas d'un couple, évidemment, il y a tout le temps des situations d'accord qui sont définies sur un commun échange et qu'il faut se respecter là-dessus. Communément. Dans les deux sens. Et donc, bah, c'est pour ça que c'est intéressant aussi des fois, bah, ok, il y a des périodes de travail intense, bah, faut en parler, faut le définir, ok, là sera une période de travail intense, et puis après il y aura des périodes de plus de détente, de partage, de commun, et bah là aussi il faut en profiter pendant qu'elles sont là, parce que ce sera peut-être pas tout le temps non plus. Donc il y a vraiment cette notion là, mais il faut en discuter, il faut en échanger, il faut définir en fait ce qui se met en face, et de cette manière ce sera beaucoup plus sain et ça amène à beaucoup plus de bonheur, de sourire, de rire, et nous on le voit beaucoup dans nos journées. Je pense que c'est important aussi parce qu'on est tous des fois sujets à l'émotion. Votre partenaire, c'est la personne qui est au plus près de vous dans toutes les situations, les bonnes et les mauvaises. Et quand parfois vous avez une mauvaise nouvelle ou un obstacle du travail, que vous devez régler quelque chose avec quelqu'un, c'est pas quelque chose de facile ou autre, il faut quand même faire la part des choses et pour pas que ça se répercute sur votre partenaire. Parce que des fois, voilà, on est en énergie, on vient de passer un moment qui est pas agréable, notre partenaire arrive, et genre, là, on comprend pas, mais personne prend. Ok, pourquoi, je ne sais pas, mais c'est ainsi. Soit, bah voilà, c'est parti, c'est lancé, ça a été dit, donc on revient suivi, désolé, c'était pas du tout contre toi,
j'étais en train de gérer un truc et ça m'a débordé. Soit on essaie avant de se prendre un temps, on dit à la personne je me prends 5 minutes, j'arrive, parce que voilà, on sent qu'on a besoin de redescendre, parce que c'est important aussi que la personne qui partage votre vie ne devienne pas non plus votre punching ball et la personne fasse surtout à cette manière. Exact. Et pour finir, pas sur le couple, je vais finir sur le côté plus relation ami-famille, je vais mettre les deux en même temps pour garder des relations saines, parce que c'est un grand sujet, mais là on va essayer de driver, de le condenser sur quelques petites minutes pour finir. Les amis et la famille, quand ils nous font des reproches en général, quand on est dans une activité entrepreneuriale, ils le font par rapport à leur prisme, à leur compréhension aussi de la vie, de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils ont confiance, de leur zone de confort à eux. Et donc forcément, ils peuvent avoir vite des a priori sur une activité entrepreneuriale où 9 personnes sur 10 échouent. Et sur ce principe, de toute façon, si 9 personnes sur 10 échouent, ils ont le droit de vous faire des reproches. Et des messages de prévention, de s'inquiéter pour vous, etc. Et en fait, en général, les gens, même s'ils sont parfois mauvais, c'est vrai, ils le font pas en pensant qu'ils sont mauvais vis-à-vis de vous. Ils le font parce qu'ils s'inquiètent pour vous et ils se disent, mais non, mais ça va. En gros, ils ont peur que vous soyez pas assez fort, de vivre une émotion hyper engagée, hyper positive, et directement après, hyper négatif parce que ça se casse la gueule et vous perdez de l'argent, vous perdez beaucoup de choses, et ci et ça. Et en fait, vos proches, ils voient tout de suite le scénario négatif, et qui arrive dans 9 cas sur 10, de toute façon, mais ils voient tout de suite ce scénario négatif, et ils se disent, il ne sera pas capable. Il ne sera pas capable, il ne va pas réussir à passer ses épreuves. Ils ne se disent pas tout de suite, et ça dépend des proches, il y a des proches qui direct vont considérer que vous êtes le 1 sur 10, mais la majorité des gens, et c'est normal, et c'est ok, ils vont vous penser dans le 9 sur 10. Donc ils vont s'inquiéter pour vous, ils vont se dire, non, attention, ton projet là, t'es sûr t'y crois, t'es sûr ça va marcher, t'as testé, oui, et puis ils vont jamais vous croire avant que vous rentriez de l'argent. La réalité est là, ils vont jamais considérer que c'est quelque chose qui va marcher tant que l'argent rentre pas sur le compte en banque et que vous ayez acheté une voiture. Moi, je vais te donner un exemple, dans ma famille, les gens pensaient que j'étais un escroc et que je ne faisais pas d'argent pendant des années, jusqu'à ce qu'ils voient le rythme de vie, tous les voyages, etc. Et la voiture que j'ai. Et ça, c'est malheureux, mais c'est une réalité. Les gens s'arrêtent au côté plus matériel. Un voyage, on va considérer que c'est matériel dans l'idée, parce que on le dépense pour aller le vivre, et on part, et ci et ça coûte de l'argent. Et en fait, la majorité des proches vont considérer la personne que vous étiez avant, tant qu'ils ne voient pas ça. Sauf que l'entre-deux, du coup, il n'y a pas, quoi. Ils ne vont pas considérer que vous êtes en train de commencer à croître, que vous faites un petit peu de chiffre d'affaires, que du coup, vous vous développez humainement, que vous êtes en train de grandir, que vous élargissez vos cercles de connaissances, de réseaux. Non, ça, ils ne le voient pas. Eux, ils voient juste, ok, il veut faire l'entrepreneuriat, il va se casser la gueule, j'ai peur pour lui, je vais lui dire que non, il ne faut pas qu'il le fasse. Et en fait, malgré eux, ils vous tirent vers le bas parce qu'ils pensent à votre bien. Donc, comment entretenir une relation saine dans ces situations-là ? C'est déjà d'accepter que vos proches ne sont pas que nécessairement là pour vous tirer dans le pied. Non. Par contre, il faut les rassurer. Il faut leur dire que c'est ok. Je sais que je peux rater. Je sais que je peux perdre beaucoup d'argent. Je sais que... Mais j'en suis conscient. Je le fais en tout état tout état d'âme. Je suis conscient, tout état de cause. Les deux se disent, je crois. Mais je le fais. Je sais ce que je fais. Et ça va bien se passer. Si ça se passe mal, ça se passera bien quand même, j'aurai appris. Et le fait de rassurer ses proches, ses amis ou sa famille vis-à-vis de ça, eh bien du coup, ils vont changer de discours, ils vont avoir un discours beaucoup plus confiant et se dire, bon, c'est vrai qu'il a l'air solide quand même. Que ce soit mon fils, mon frère, mon meilleur pote, voilà. Il a l'air solide en fait finalement et vas-y, je vais croire en lui. Et petit à petit, ils vont vous donner des conseils. Et c'est même peut-être eux qui vont vous ramener des clients, finalement. Donc, ce côté de proche, famille ou ami, garder une communication saine, ça passe toujours par soi, être en capacité de comprendre leur situation et pourquoi ils disent ça, et déconstruire un peu ce qu'ils ont, sans, j'ai pas l'idée de faire moins merveille, mais juste déconstruire un minimum, faire montrer que tout est possible, mais on est solide. Il est très bien aussi.
informations, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'informations, beaucoup de choses à mettre en place, ça demande du temps, de l'investissement, enfin, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et le but, même si on a envie d'être le plus honnête possible avec nos proches, il faut quand même les préserver sur certaines choses. Si on leur dit toutes les galères qu'on traverse, on va plus les inquiéter qu'autre chose. Donc en fait, des fois, il faut simplement aussi savoir un peu éviter le sujet en disant oh, oui, ça suit son cours, ça se passe comme prévu, là je suis en train de mettre les choses en place, sans forcément expliquer toutes les galères que vous traversez, parce que c'est sûr que ça ne va pas non plus les aider à, c'est pas à vous soutenir parce qu'ils vous soutiennent à leur manière, mais ça peut rajouter du stress et ça peut générer des inquiétudes chez eux. Et après, voilà, ça amène des questions qui peuvent un peu faire mal, surtout au début. Genre, mais du coup, comment tu te payes? Eh ben, au début, on se paye pas. Mais je vais donner un exemple pour finir. Et pour s'arrêter là, ça va être, vous déjà, quand vous êtes dans votre business, nous tous, en réalité, on a toujours ce stress qui vient parce qu'on comprend ce qui se passe, on comprend qu'on n'y arrive pas, on comprend que c'est difficile et qu'on n'a pas tout de suite les solutions et qu'on a des éléments qu'on doit travailler. Et constamment, on a des choses qui viennent à nous et qui nous font comprendre que ça va être dur, ce ne sera pas facile, qu'il y a des chances que ça ne marche pas, bref, on a ce lot d'informations constant qui nous met une pression. Alors, imaginez quelqu'un qui ne comprend rien à tout ça, qui n'a jamais entrepris, qui n'a jamais testé ne serait-ce que le marché dans lequel vous êtes, qui n'a jamais s'est jamais confronté à ces problématiques-là et les a résolues, si vous lui donnez ce flot d'informations identiques que vous avez vous, mais que cette personne ne saura jamais répondre, ou en tout cas très peu de chance, parce que malgré elle, elle n'a pas les compétences, pas les connaissances, pas l'expérience, et elle n'est jamais allée sur ce sujet-là, évidemment qu'elle va stresser. Évidemment qu'elle signe d'alerte, warning rouge, non, surtout fais pas ça. Et vous ne pourrez pas lui en vouloir. Et donc, les préserver, je pense que c'est exactement la bonne réponse là-dessus. Donc, voilà pour ce sujet de comment garder des relations saines. Merci pour tes réponses. Énormément à dire. Oui. De toute façon, je pense que c'est un sujet qui reviendra forcément parce qu'on est... Et puis, on y a déjà abordé sur un autre podcast. On avait, sans cette question-là, mais en tout cas, on a abordé des sujets qui étaient un peu similaires. Donc, vraiment pertinent. Merci encore à toi, Lindsay. On a eu encore un très bon échange et j'adore à chaque fois vraiment tes réponses qui sont décorrélées des miennes. Moi, ça me fascine parce qu'on a vraiment des visions qui sont totalement différentes, mais avec beaucoup d'apports quand même pour les gens et beaucoup de retours d'expérience. Et on va continuer comme ça et on va en faire d'autres et on va répondre à plein de questions. Donc, mesdames et messieurs, on attend vos questions avec grand plaisir. On sera là pour y répondre. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé l'épisode et on se dit à très bientôt. Ciao.